Oui, on a été soutenu par la Fondation AgroParisTech. Ah, c'est la fondation, d'accord, ok. Mais on est soutenu par AgroParisTech dans la mesure où le travail de recherche qui précède le film a été porté par une chaire d'agriculture comparée qui est AgroParisTech. Donc oui. Et pour répondre à la question sur les lycées agricoles, c'est difficile. J'ai du mal à répondre à cette question parce que il y a une grande diversité dans l'enseignement agricole et dans les lycées, selon les régions, selon le type de structure, la taille de la structure, le lien entre l'enseignant et les étudiants. J'ai du mal à donner une réponse unique, mais je vais essayer de détailler. Quand on était en Champagne-Crieuse, donc région céréalière, on a commencé à rencontrer des étudiants et j'avais exactement ce discours-là, c'est-à-dire que la plupart n'osaient pas remettre en question le modèle agro-industriel. Celui qui revendiquait l'agriculture biologique, qui se faisait regarder dans la salle comme le sensible, celui qui ne comprend pas bien où est-ce qu'on peut réussir dans l'agriculture, quoi. Et puis il y a beaucoup encore de fascination pour les grosses machines, pour voilà. Alors que on observait avec Nathan que dans le programme scolaire et les enseignants, il y a la volonté de transmettre d'autres idées, d'aller chercher plus d'autonomie sur les fermes, voilà, donc d'une agriculture plus agroécologique. Il y a des modules d'agroécologie. Les enseignants ont toute la bonne volonté, mais le poids des parents et le poids inhérent à la classe fait que les choses ne changent pas. Et le bio est en crise. J'aime pas le mot crise parce qu'en fait, ça sous-entendrait que ça puisse aller mieux. Enfin, la bio n'est pas soutenue et en fait bénéficie seulement d'un marché qui est en sous-offre temporaire parce que c'est un produit qui se distingue des autres. Alors on n'est pas sur le même marché, mais finalement le bio subit les mêmes conséquences. Dans le film, Sonia elle explique qu'il y a des oignons qui viennent d'Égypte et puis si l'offre augmente mais que la demande ne suit pas, ce qui est le cas, les prix chutent. Donc en fait les agriculteurs n'ont pas envie d'aller vers le bio. Et avec la guerre en Ukraine, comme il y a une baisse de production de céréales globale, le prix des céréales non bio a augmenté et est passé au-dessus du bio. Donc c'était plus intéressant d'être en conventionnel qu'en bio. Il y a même des gens qui se sont déconvertis. Donc face à ça, évidemment, moi quand je pose la question qui veut s'installer en bio dans les salles, j'ai pas une main levée quoi, chez les jeunes. Alors ça dépend des territoires. C'est ça que je disais tout à l'heure. Dans les territoires d'élevage ou de plus petite production, il y a un recul qui est pris. Là, Nathan, il m'a encore témoigné qu'il était dans un lycée où il était étonné de voir à quel point ils étaient très éclairés sur ces questions-là. Voilà. Donc ça dépend des structures. Oui, une petite chose sur justement les chaînes de télé. Reporter, eux, a fait une newsletter aujourd'hui où ils expliquaient qu'il n'y a qu'une seule émission d'écologie qui va être reconduite, qui s'appelle Mettre la terre au carré, je crois. Et il y en a 3 autres qui vont être supprimées. Donc on n'est vraiment pas dans une dynamique positive. Puis il y a une autre question que je voulais vous poser. Donc on a appris que dans le projet de loi de Macron, il voudrait privatiser l'enseignement agricole. Donc je me demandais si justement la révolte qu'il y a eu à AgroParisTech, qui lui a sûrement pas plu et qui a sûrement pas plu à tous les lobbyistes des produits chimiques et de tous les intrants, faisait que justement il voulait qu'il n'y ait pas de contestation de ces lobbies, de ces pratiques, et qu'avec un enseignement privatisé, ça se passerait pas comme ça, quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'est la raison, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un gouvernement qui tente à privatiser tout. Ouais. Après, les raisons, je pense qu'elles sont multiples et voilà, quand on met un banquier à la tête de l'État, c'est pas étonnant qu'on veuille tout privatiser, mais je sais pas, voilà, sûrement que ça a eu un impact. J'ai une question par rapport à l'eau, parce que sur ces territoires où il y a tant d'épandage,
on ne parle pas du tout de la question de l'eau. Ah, Ça a si, une la question de l'eau, elle est centrale dans ces territoires et de la qualité de l'eau. 99% il y a eu des prélèvements qui ont été faits dans ce territoire et 99% des prélèvements montrent des taux de pesticides et notamment du glyphosate dans les rivières qui dépassent largement les doses. Voilà. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut faire réfléchir. Enfin, j'ai aimé le film parce qu'il y a une bienveillance par rapport aux agriculteurs. Enfin, j'ai aimé parce qu'on a des fois des jugements un peu... Bref. Et je trouve que pour un agriculteur de ces régions-là, la qualité de l'eau avec tous ces produits, ça doit quand même mettre en question la politique agricole. Enfin, les premières pourquoi victimes... c'est pas un levier? C'est eux. Oui. Mais les premières victimes des pesticides, ce sont ceux qui les appliquent. Je sais. Pourquoi c'est pas quelque chose qui pèse et qui... C'est-à-dire que l'agro-industrie, et notamment donc le complexe agro-industriel, qui est constitué des industriels, de l'État et de la FNSEA, qui est le syndicat qui défend les grandes exploitations agricoles, ont réussi à ce que le monde agricole s'identifie aux pratiques agro-industrielles. Et donc défendre ces pratiques-là, c'est défendre la ruralité. Et donc s'attaquer aux pesticides, s'attaquer au machinisme, c'est s'attaquer à la ruralité. Et comme je disais tout à l'heure, les chiffres, c'est les derniers survivants d'une espèce qu'on a exterminée, les agriculteurs. Donc ils défendent coûte que coûte leur métier, leur valeur, le lien à la terre. Et qu'on attaque ça, c'est comme c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc ils ont ce discours, laissez-nous faire, on sait ce qu'on fait. C'est pas à la ville de nous dire qu'est-ce que nous on doit faire. Et ils ont en partie raison. Mais le problème, c'est que l'industrie a réussi à mettre de l'identité dans les pratiques industrielles. Donc à partir de là, effectivement, critiquer les pesticides, c'est délicat. Mais aucun agriculteur prend du plaisir à épandre des pesticides. Et pourquoi ils le font? C'est que quand on a, mais c'est ce qu'on explique dans le film, quand on a besoin de produire tant de quintaux de blé ou tant de tonnes de betteraves parce que les prix sont tels que si tu ne fais pas ce rendement-là, tu ne rembourses pas tes emprunts, tu ne survis pas, tu es obligé. C'est une boucle, quoi. C'est bien expliqué, ça. Mais ceux qui passent en bio, ceux qui ont conscience de... c'est aussi des agriculteurs qui étaient aussi comme ça et qui ont... Et l'eau, la qualité, pour le futur, pour les enfants, on parle beaucoup des enfants, il y a bien quelque chose qui fait basculer en conscience, qui met... Je sais pas, il y a bien des agriculteurs qui ont... Oui, il y en a. Oui. Il faut imaginer aussi qu'il y a une déconnexion entre le monde agricole et le reste de la société. Moi, c'est quelque chose qui me porte à cœur, justement, de faire dialoguer ces deux mondes pour que nous, on comprenne leur position et qu'eux, ils prennent aussi conscience du monde dans lequel on est et des enjeux qu'il y a au niveau de la biodiversité, etc. Donc, l'effort, il est à faire des deux côtés. Et c'est vrai qu'il y a aussi des agriculteurs qu'on peut blâmer de ne pas prendre suffisamment conscience de l'impact que ça a sur leur vie, sur la biodiversité, etc. Donc oui, il faut pas leur jeter la pierre uniquement à eux, mais il ne faut pas non plus, il faut pas tomber dans un discours où ils sont absolument victimes. Non, ils ont aussi leur part de responsabilité, et vous le dites, et c'est vrai, et donc c'est à chacun ainsi d'évoluer comme on peut évoluer sur tout un tas de pans de nos vies. Bon, finalement, j'ai besoin de voir une deuxième fois le film
Enfin, sur un écran plus large que celui de l'ordinateur. Mais enfin, j'ai encore appris beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses. En fait, ça soulève beaucoup de questions, surtout du point de vue écologique, bien entendu. Hein. Donc, je ne vais pas poser toutes ces questions, je ne pose pas de questions. Simplement ceci, comment ça se fait qu'en Ukraine, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, ils aient des propriétés de... Alors, j'ai vu l'autre fois un exploitant agricole ukrainien, il avait 600 hectares de céréales. Et pourtant, il ne bénéficie pas de la PAC. Est-ce que vous pouvez, du point de vue économique, nous dire comment ça se passe, par exemple, en Ukraine, pour ces immenses surfaces de céréales en Ukraine? Alors, l'Ukraine, c'est un cas très particulier, parce que c'est l'ex-URSS, où il y avait des kolkhozes à l'époque, sur des milliers d'hectares, où tout était collectivisé, avec chaque personne avait des rôles très précis. Il y avait des machinistes, il y avait des conducteurs de tracteurs. Et puis, à la chute de l'URSS, ces terres, elles ont été divisées par le nombre de... Enfin, elles ont été redivisées au peuple. Bien souvent, les gens allaient hériter de lopins de terre, mais n'ont pas du tout les outils pour le cultiver. Et donc, ils ont, pour beaucoup, vendu leur lopin de terre, récupéré qu'un petit morceau, et ils ont vendu, et qui a acheté? En fait, ce sont des investisseurs étrangers, américains, européens, qui ont racheté des pans de terre immenses, tenus par des holdings. Et en fait, l'Ukraine, c'était une terre à prendre, puisque c'est une terre très fertile, où il y a d'énormes surfaces. Et donc, effectivement, on peut y cultiver. Il y a des exploitations agricoles qui font jusqu'à 300 000 hectares là-bas. Donc, vous imaginez déjà une exploitation de 300 hectares en France, c'est énorme. Voilà. Et donc, là sur ces terres, des terres aussi grandes, avec des systèmes aussi gigantesques, il n'y a pas besoin d'aide. D'ailleurs, je dirais, mais ça va peut-être un peu choquer, hein, mais un céréalier en France qui fait 500 hectares, il touche 100 000 euros, 150 000 euros d'aide, mais il n'en a pas besoin du tout. Nous, on a fait des calculs sur les revenus, etc. Les plus gros agriculteurs s'en sortent sans les aides. Parce qu'ils ont dépassé un certain seuil où ils arrivent à être rentables. Et c'est à ceux-là qu'on donne le plus d'aide. Pourquoi? Parce que c'est proportionnel à la surface. Et un autre chiffre pour que vous voyez un peu les ordres de grandeur, c'est que le revenu moyen des agriculteurs en France, les aides représentent 70% de ce revenu, en moyenne. Il y a de telles disparités. Il y a des agriculteurs, par exemple les maraîchers, qui font 1 hectare, ils n'ont pas d'aide. Et puis les très gros, ils en ont énormément. Il y a les éleveurs qui dépendent beaucoup des aides. Souvent, les éleveurs dépendent à plus de 100% des aides. Ça veut dire que déjà, ils n'arrivent pas à vivre alors qu'il y a les aides. Donc si on enlève les aides, mais on est juste sur une agriculture qui dépend entièrement d'aide publique. Mais on a l'impression qu'on aimerait que les agriculteurs, et c'est souvent eux qui disent ça, qu'ils aimeraient vivre sans les aides. Mais n'importe quel secteur de l'économie aujourd'hui en France est subventionné. Il y a très peu de secteurs qui ne dépendent pas de subventions publiques. Et l'agriculture n'est pas forcément plus subventionnée qu'un autre domaine. C'est juste que comme on subventionne des exploitations qui sont des exploitations familiales souvent, parce qu'on a une agriculture quand même familiale, ça veut dire que c'est une famille qui est propriétaire, on a l'impression qu'il y a que les agriculteurs sont particulièrement aidés. Mais voilà, c'est aujourd'hui, par contre, ce qui était fait à l'époque, donc si vous avez bien suivi ce qui s'est passé, au moment où on crée la PAC, on va mettre en place des prix garantis qui vont être enlevés dans les années 90. Ces prix garantis, ça veut dire qu'on ne subventionne pas directement l'agriculteur, mais on lui dit, ton blé, on l'achètera tant. Et ça, c'est une des revendications qui est portée par exemple par la Confédération paysanne, d'arrêter de donner des aides qui sont proportionnelles à l'hectare, mais de mettre des prix garantis pour assurer au moins un revenu aux agriculteurs, et donc réguler les prix, et puis réguler aussi les volumes, parce que si on régule des prix, mais qu'on ne dit pas il faut stopper la production, on va surproduire, comme ça a été fait aussi dans les années 75-80, où du coup on a exporté nos surplus, et vous connaissez l'histoire. Donc voilà, j'ai bien développé, mais
La question c'était sur l'Ukraine, voilà. Enfin, sur l'Ukraine, vous avez la réponse, hein, je ne connaissais pas. Oui. Oui. Mais enfin, j'étais subjugué, dit 600 hectares quand même. Oui, pas trop, c'est fini. Bon. Moi, je voudrais d'abord apporter un témoignage. J'ai dans ma famille un neveu qui est ingénieur agronome et qui, face à sa désolation de l'écologie et du monde, s'est dit je vais devenir paysan. Mais il n'a pas de famille dans la paysannerie. Il a mis 1 an et demi auprès de la SAFER à faire des dossiers à n'en pas finir. Il a eu 0 centime de la part du Crédit Agricole. Personne ne voulait lui prêter de l'argent. C'est uniquement la solidarité familiale qui a fait que, prêt à taux zéro ou don, il a pu acheter une terre et il va commencer comme ça pour du maraîchage. C'était pour du maraîchage bio. Mais bon, voilà. Donc il faut vraiment l'âme chevillée au corps parce que là maintenant, il a 35 ans, il a son dos en bon état. Je ne sais pas comment il sera dans 10 ans à travailler comme ça pour gagner. C'est le salaire de sa femme, qui est infirmière, qui fait qu'ils arrivent à vivre. Parce que lui, il est nettement en dessous du SMIC en faisant, je ne sais pas combien, peut-être soit 70 heures par semaine. Enfin, voilà. Et je voulais parler d'autre chose. J'ai eu l'occasion de lire il y a 2 mois un livre, Humus, de Gaspard Koenig. Ça démarre avec 2 jeunes qui sortent d'agrotech. Alors, c'est un roman, évidemment. Mais c'est bien fichu. Si on veut tout savoir sur les vers de terre, la biomasse la plus importante du monde, ben voilà, c'est dedans. Alors, il y a des choses complètement fantasques, mais en même temps, ça soulève aussi beaucoup de questions que vous soulevez dans votre film à travers le monde céréalier, en fait. Donc, ça commence à bouger quand même par divers canaux, tout ça. Le problème, c'est que, Dany disait tout à l'heure, on est plus nombreux, certes, mais on n'a pas beaucoup de poids. Les décideurs ou le décideur, je veux dire, bon, voilà, hein, c'est autre chose. Donc, on va à contre-courant. On voit bien ce qui s'est passé en janvier. Hein. Les paysans se sont pas remués comme ça et n'ont pas arrêté de travailler 5 semaines pour obtenir l'annulation de toutes les règles environnementales. C'est pas ça qu'ils réclamaient. La FNSEA a joué sa partie. Mais eux, ils demandaient simplement le fait de vivre à peu près décemment de leur travail. Rien. Oui, je peux. Ah oui. Oui, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que les AMAP vont pouvoir aider un peu parce que ça, par exemple, dans notre région, en Provence, ça fait déjà 22 ans qu'il y a une confédération d'AMAP. Moi, je suis allée à une assemblée générale il y a quelques jours. C'était absolument passionnant de voir non seulement le savoir-faire, le savoir scientifique de tous ces agriculteurs, ces producteurs, et des céréaliers, des gens qui font des légumes, un apiculteur, etc., etc. Et en même temps, on voit bien qu'il y a quand même dans la société des gens qui par exemple, ont monté une cagnotte pour que on évite les serres en plastique, pour remplacer ça par des filets qui sont beaucoup plus durables, etc. Donc, je pense qu'il y a peut-être quand même à jouer sur le fait que les gens aiment bien maintenant être intégrés dans une AMAP et avoir leur panier paysan, connaître leurs producteurs, etc. Enfin, je pense que c'est une piste, non ? Oui, c'est une piste. Elle est essentielle à être développée. Mais moi, je vais répondre en 2 temps. Premièrement, ce n'est pas les AMAP qui vont mettre à mal le système agro-industriel. C'est-à-dire que ça devient même un complément de gamme pour la classe aisée qui permet aux politiques de se déresponsabiliser et de ne pas évoluer. En fait, on se rend compte que ça existe depuis, voilà, vous l'avez dit, depuis longtemps. Ça côtoie de manière complètement inoffensive le reste du modèle agro-industriel qui est bien content de voir, parce que du coup ça regroupe et ça condense un petit peu la pensée contraire et évidemment ça s'adresse surtout à des personnes qui en ont les moyens. Et donc là je viens sur le 2e point et vous avez parlé de cagnotte. Il est évident que si on demande aux agriculteurs de produire autrement, il faut qu'il y ait des gens pour acheter ces produits. Or, si c'est que la classe
aisé, qui a les moyens et puis qui a aussi le bagage culturel d'aller vers ces produits-là, on ne fera pas changer les choses. Parce que la plupart de la population va aller acheter au moins cher, donc une agriculture industrielle qui ne porte pas réellement le coût de la production. Donc moi je ne vois pas de changement global, structurel de notre société sans une sécurité sociale de l'alimentation par exemple, sans une forme de solidarité comme les cagnottes et les AMAP sont par exemple une bonne idée Il y a l'exemple d'AMAP qui fonctionne avec différents prix. Un prix soutien qui permet à des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter gratuitement ou à très bas prix. Ou alors, voilà. Et les systèmes de sécurité sociale de l'alimentation, on en voit apparaître des expérimentations où, en fait, ce sont des groupes de citoyens qui se réunissent et qui réfléchissent comment on va approvisionner nos magasins, comment on va faire en sorte de mettre de la solidarité dans tout ça et d'extraire en quelque sorte du marché le monde agricole et l'alimentation. Et ça passe par exemple par une carte vitale où on aurait 150, 200 euros par mois pour consommer des produits dans des magasins qui auraient été conventionnés. Voilà, ça c'est la réponse que je peux apporter. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer les AMAP, justement. Mais il faut aller bien au-delà. Oui. Il y a une question là. Oui. C'était René Dumont. Là, dans le film, c'est son témoignage. Enfin, il parle, c'est en 76, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, il a quand même changé d'avis après. Voilà. Il avait même changé d'avis avant, mais... Oui, oui. Oui, voilà, c'est ça. Et parce que dans des archives, on voit aussi Edgar Pisani, qui est pareil, qui a défendu l'arrachage des haies, patati patata. Et puis après, il a quand même publiquement aussi reconnu qu'il y avait des erreurs. Donc, c'est quand même intéressant tout ça. Moi, j'étais étonnée de ce que disait Dumont. Je ne comprenais pas. C'est vrai qu'on ne... On lui fait pas la part belle à René Dumont. Mais c'était pour à la fois montrer que tout le monde allait dans ce sens. Oui, c'est intéressant. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, tout le monde va aller dans le sens de on a des surplus, on va les exporter. On va aller aussi retourner des prairies pour augmenter notre capacité productive, pour prendre des parts de marché en Afrique. Parce que s'il n'y a que les États-Unis qui le font, ils vont être trop puissants et vont avoir un monopole. On a coupé au montage, mais il explique aussi qu'il faut quand même prendre en compte l'environnement, etc. Et en fait, très rapidement, René Dumont, après, il tenait plus de discours. Mais on a trouvé l'archive qui démonte le personnage, quoi, qui démonte le mythe. Je voulais vous demander, parce que vous avez commencé, alors qu'est-ce qui peut freiner cette agriculture citée? Qu'est-ce qui peut enrayer? Qu'est-ce qui, dans les temps qui viennent, peut... si ce n'est pas les consommateurs de bio, si ce n'est pas les amas, parce que c'est trop petit, c'est reste très... Qu'est-ce qui, alors à un niveau réel, peut freiner, bloquer, basculer, je sais pas, à vos yeux? Pour moi, c'est un peu ce que résume la dernière phrase du film, qui est que on ne peut pas penser à un modèle agricole sans avoir un projet politique derrière. En 1950, au moment où on décide de moderniser l'agriculture, on met en œuvre énormément de politiques publiques, on met en place des moyens pour le faire, et en 10 ans, on y parvient. On met ce système de prix garanti qui permet de faire des emprunts au crédit agricole, de se moderniser, etc. Et tous les acteurs convergeaient vers là. Aujourd'hui, si on a une politique claire qui dit on va vers là et on va mettre en place tels outils pour y arriver, on peut. Aujourd'hui, c'est vrai que les politiques, on a du mal à espérer que ça vienne de là. Mais moi, je continue à croire qu'il y a des partis qui ont des bonnes idées et qui méritent peut-être d'avoir leur place, et qu'on ne soit pas toujours dans le duo extrême droite-droite, quoi.
Peut-être que si on voit apparaître d'autres partis, on peut imaginer autre chose. Mais je pense que ça part aussi d'un réveil du peuple, un réveil citoyen, en reprenant en main nos politiques locales aussi. C'est-à-dire que les collectivités, elles ont la possibilité de permettre l'installation d'agriculteurs sur des terres. Elles ont la possibilité de mettre en place dans l'approvisionnement des cantines et de la restauration collective du local, du bio, etc. Et évidemment, il faut que ça passe par, ce que je disais tout à l'heure, une sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire en fait, quand on est sorti de la guerre en 1946, Ambroise Croizat, qui était ministre du Travail, il a mis en place la sécurité sociale, mais ce n'est pas lui. Il y a eu d'abord le peuple qui a monté des caisses partout en France, des caisses de solidarité. Ça venait du peuple. Et lui, une fois, de concert avec cette montée de solidarité, ils ont mis en place cette sécurité sociale. Quid de cette 7e branche de la sécurité sociale qui est l'alimentation. Donc en fait, il faut qu'on s'empare du projet politique et qu'on sorte seulement de notre position de consommateur. Sinon, effectivement, on restera dans ce modèle qui est industriel et qui est de surproduction. Ça vient d'ailleurs, les petits ruisseaux font les grandes rivières. J'ai lu la semaine dernière dans l'Âge de fer du mois une page consacrée à un village du Vaucluse, Cadenet, qui a mis en place la sécurité sociale alimentaire. Et donc là, on ne s'adresse pas à une classe aisée. C'est parce que Cadenet, en plus, c'est un village où il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a beaucoup de gens, beaucoup de familles monoparentales, des mamans toutes seules avec des enfants. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Eh ben, ça semble fonctionner. C'est un démarrage. Mais il faut une sacrée conscience du peuple à tous les niveaux. Or, on annihile les esprits complètement avec bien d'autres choses. S'il n'y a pas la puissance politique qui s'y met, on s'en sortira pas. Parce que venir de la base... on n'arrête pas de dire qu'on est dans des urgences, qu'on est dans le mur, qu'on y va, qu'on y est. Et puis bon. Oui, il faut que ce soit à toutes les échelles. Ah, ben oui. Et le cas par exemple, le cas de Cadenet, il faut imaginer que c'est une expérimentation, oui, dans la mesure où l'argent qui permettra à ce collectif de bénéficier de paniers, enfin de chèques tous les mois, il n'est pas prélevé sur des cotisations. Ça, c'est l'objectif final, national. Il vient de subventions, etc. Donc déjà, l'effort, là, c'est de regrouper des gens, qui fassent des réunions, qui réfléchissent ensemble à quelle production on veut aller voir. Ils vont voir les paysans. Et comment on fait rentrer cette boucle-là avec ce système de référencement et d'étiquetage, etc. Une fois qu'on aura mis en place tout un tas d'expérimentations globales, s'il n'y a pas derrière un projet politique qui est porté à l'échelle nationale, tout à fait. Ça ne marche pas. Parce qu'il va falloir qu'on prélève quand même sur les cotisations, comme on le fait pour la Sécu. Donc il y a un moment, il va falloir qu'il y ait des lois et que ce soit porté. Ça ne peut pas être juste, c'est les deux. C'est un bon exemple pour montrer à quel point la complémentarité du peuple, mais aussi des politiques globales et européennes aussi. Indispensable. Attention, européenne, c'est important parce que qui décide de la PAC, c'est l'Europe. Et là, si on veut que ce système d'aide change, parce que la réforme de la PAC, elle a eu lieu il y a 2 ans, elle est réformée tous les 7 ans. Si on veut que dans 7 ans, on passe enfin à une PAC qui ne donne pas des aides à la surface, mais plutôt à l'actif, au nombre de personnes qui travaillent, et puis des aides aussi sur le prix, donc des prix garantis, il va falloir qu'on aille voter et qu'on vote bien. Merci. Est-ce qu'à votre connaissance, dans d'autres pays européens, il y a d'autres systèmes d'économie agricole qui est différente de l'agro-industrie telle que vous l'avez présentée ?
Je dirais que Et qui marche. Partout, même en France. Donc là, on a vu le modèle agro-industriel, mais il existe évidemment le modèle de l'agriculture paysanne, le modèle de l'agriculture familiale qui a réussi à côtoyer ce système agro-industriel malgré tout, et qui se base sur des principes d'indépendance vis-à-vis de l'industrie, et de chercher à être le plus autonome et économe possible. C'est-à-dire que les agriculteurs, ou les paysans, on va les appeler, les paysans qui font de l'agriculture paysanne, ils vont essayer de travailler en harmonie avec le vivant et d'utiliser le vivant comme un outil de travail et pas comme seulement un support pour utiliser les produits chimiques. Donc, tout simplement, un sol, à partir du moment où on va le nourrir et pas le concevoir juste comme un support, il va pouvoir gagner en matière organique, se restructurer, et donc on va moins dépendre d'engrais chimiques et de pesticides pour détruire les maladies, puisqu'il va lui-même être capable de réussir à ses fonctions qui sont naturelles. De la même manière, si on replante des haies, si on remet de la diversité dans les cultures, on va réinstaller des prédateurs des ravageurs, ce qu'on appelle des auxiliaires de culture, qu'on a fait disparaître en remembrant et en utilisant massivement des produits chimiques. En fait, en détruisant le puceron, on a aussi détruit la coccinelle. Donc si on veut se passer des pesticides, il faut remettre des coccinelles. Et pour ça, il faut qu'elles aient à manger et qu'elles ne mangent pas que des pucerons, il faut qu'elles aient des habitats. Voilà. Et tout ça, c'est donc, si on veut remettre le cycle de vie naturel, on est capable, et c'est prouvé économiquement que ça marche. Il y a des gens qui vivent très bien en agriculture paysanne. Moi, je travaille avec eux parce que je travaille aussi à côté pour la Confédération paysanne, qui est le syndicat qui défend l'agriculture paysanne. Donc, je peux vous montrer que ça marche. Et disons que si on veut que ça se généralise, là, c'est autre chose. Mais c'est souvent des gens qui se débrouillent, qui survivent, quoi, parce qu'en fait, tout va dans le sens opposé, ne serait-ce que pour accéder à la terre, comme vous l'avez dit, ne serait-ce que pour défendre leurs droits. Voilà, en fait, tant qu'on ne détruit pas l'agriculture industrielle, elle va continuer à attaquer l'agriculture paysanne. Mais comment on fait pour que l'agriculture paysanne mette en danger l'agriculture industrielle ? Ça, c'est la question à se poser, et on n'en est pas encore là. Moi, j'ai une question. Est-ce que l'enjeu de la santé au XXIe siècle va faire qu'on va retourner vers une alimentation un peu plus bio ? Parce que beaucoup de gens tombent malades, et quand ils tombent malades, souvent, ils changent complètement leur mode de consommation. Ils reviennent vers le local, vers le naturel. Ils arrêtent de manger Quick, McDo et des... Enfin voilà, est-ce que cet enjeu-là va faire qu'on va enfin changer et passer à un mode d'agriculture bio ? Je pense que... Alors effectivement, il y a, pour avoir des chiffres, il y a des études qui ont montré que 30% des décès seraient liés directement ou indirectement à une mauvaise alimentation. Donc déjà, il faut prendre conscience que c'est un problème qui est vraiment sociétal et qui est global. Et est-ce que c'est par ce biais-là, on peut l'espérer, on peut espérer que il y a de plus en plus une plus grande prise de conscience. Mais encore une fois, je pense que si on pose la question à tous les citoyens, est-ce que vous préférez manger des pesticides ou est-ce que vous préférez manger sain, tout le monde va répondre sain. Mais par contre, ils vont peut-être dire, bah oui, mais il faudra un salaire un peu plus élevé, il faut éradiquer la précarité en France. Donc en fait, c'est aussi...
encore une fois, on regarde la part de l'alimentation dans les ménages, elle a chuté, elle est passée de 24% dans les années 60 à 12% en 2013, il me semble. Je ne sais pas les chiffres pour aujourd'hui, mais... Et le prix de l'immobilier, lui, il a flambé. Les besoins superflus se sont rajoutés. Et puis, il faut imaginer aussi que ce qu'on ne dit pas dans tout ça, c'est que peut-être que le bio, on a l'impression que c'est plus cher au moment où on va l'acheter. Et encore, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il faut aussi voir si on achète en vente directe, il n'y a pas tous les intermédiaires, donc il n'y a pas les marges qui sont prises. Donc finalement, ce n'est pas si sûr que ça. En fait, quand on regarde sur un panier de 100 €, il n'y a que 6 € qui revient en moyenne aux producteurs. Donc c'est-à-dire qu'il y a énormément d'intermédiaires qui se prennent une part. Et donc, voilà, donc c'est pas sûr. Si on mange moins carné aussi, on fait des économies. Mais surtout, c'est que cette agriculture chimique et industrielle, elle coûte plus cher, mais en fait au moment où on paye nos impôts. Parce que une fois qu'on a pollué les rivières, eh ben, il faut payer des ingénieurs pour les dépolluer. Il faut payer les médecins qui vont soigner les gens qui sont tombés malades. Donc en fait, d'un point de vue des externalités négatives, c'est une agriculture qui coûte beaucoup plus cher à la société. Une rivière polluée crée beaucoup plus de richesses qu'une rivière saine. Donc en fait, c'est aussi... ouais, voilà. Mais je sais pas, je pourrais pas dire si c'est par là que ça va changer. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je pense que ça peut changer par plutôt des aspects politiques et une autre façon de concevoir les choses. Non, ça me fait penser à une chose. C'est pas gagné, hein, parce que cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai vu des publicités en ville. Aldi, la baguette à 39 centimes. Donc la baguette à 39 centimes chez Aldi, ça veut dire que c'est 6% pour le producteur, enfin, c'est ce qu'on disait dans le film plus ou moins. C'est-à-dire qu'en réalité, franchement, ça ne coûte pas cher le blé finalement, pour pouvoir fournir une baguette à 39 centimes. Donc je veux dire, c'est pas gagné. Hein. Voilà, c'est une simple remarque que j'ai fait en pensant à cette publicité Aldi. Hein. Il y a un autre aspect qui peut être intéressant d'évoquer. C'est le choix qu'on a pris pour le titre du film, puisqu'en fait c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu parler quand on a fait nos enquêtes. Les céréaliers nous disaient « Notre mission, c'est de nourrir le monde ». Et on ne peut pas vraiment leur en vouloir d'avoir eu cette envie, qui est finalement une envie ça part d'une bonne idée. Et aujourd'hui, quand on leur demande pourquoi vous ne passez pas en agriculture biologique, au-delà de tous les problèmes techniques, les problèmes d'instabilité du marché, etc., il y a cette idée que si on produit en bio, on fait chuter les rendements par 3 en céréales. C'est pas valable pour tout, hein, mais en céréales, en Champagne, on fait vraiment chuter les rendements. Donc on ne va plus pouvoir nourrir le monde. C'est une catastrophe. Et... donc la FAO, hein, qui est l'organe agricole des Nations Unies, a pondu une étude qui montre qu'on produit de quoi nourrir 12 milliards de personnes et qu'il y a près d'1 milliard de personnes qui souffrent ou meurent de faim. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est souvent des paysans, la plupart d'entre eux, ce sont des paysans qui avant avaient une agriculture vivrière, qui étaient capables de produire... de quoi se nourrir, un peu de légumes, avoir une chèvre, etc. Et à qui on a dit vous allez faire comme chez nous, vous allez faire une agriculture industrielle, monoculture d'arachides, de café, de cacao, de riz, etc. Sauf qu'on leur a pas dit qu'ils auraient eux un demi-hectare et qu'ils seraient sur le même marché que des gens qui ont 300 000 hectares en Ukraine. Et du coup, en fait, c'est des gens qui n'arrivent même pas à se nourrir de la vente de leur production. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la faim. Et donc non, ils ne nourrissent pas du tout le monde en exportant leurs céréales. Ils affament le monde et ils déstabilisent les marchés. Et on pourrait complètement imaginer une agriculture mondiale sans chimie, donc en bio. On produirait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mais si
On considère également que, par exemple, il y a 70% des surfaces mondiales qui sont destinées non pas à l'alimentation d'humains, mais à l'alimentation du bétail qui nourrit des humains, et qu'on regarde le ratio qu'il y a entre la production d'un kilo de steak, eh bien, il faut 7 kilos de blé, voire même parfois plus, si on prend le bœuf par exemple, ça peut monter jusqu'à 20, et ben on libérerait énormément de surface. Donc on pourrait très bien, mais voilà, après tout ce que je dis là c'est à l'échelle mondiale, donc c'est vraiment, mais voilà, aussi changer notre manière de consommer, ça permettrait... Donc tous ces arguments que nous vendent certains partis et puis certains lobbies de l'agro-industrie, comme quoi il faudrait produire plus, qu'on entend beaucoup dans le monde agricole. C'est quelque chose qui est très présent, même y compris auprès d'agriculteurs qui ne sont pas du tout des gros agriculteurs, quoi. Complètement faux. Il faut faire tourner la machine, c'est tout. Une dernière intervention? Non. Eh ben, je te laisse la parole de la conclusion. Non. C'est trop. Non, je pense que... Quels sont tes projets? Moi, mes projets. Là, je suis dans la réalisation d'un second film qui portera sur un sujet un peu plus clivant. Voilà, j'en dis pas plus parce que je préfère pas m'avancer. Parce que c'est clivant, justement. En lien toujours avec l'agriculture et la politique. Oui, ça c'est mon domaine. Ouais. Et puis c'est un projet qui va prendre 3 ans. Là, voilà. Puis on va parler de choses. On va aussi parler d'histoire, mais avec des choses un peu plus précises sur comment, je dirais, quelles sont les luttes qu'il y a eu dans l'histoire. On ne donne pas beaucoup la parole à ceux qui n'ont pas voulu de cette modernisation, par exemple. Voilà, donc ça va être aussi donner la parole à montrer que ce n'était pas une histoire qui était écrite forcément et qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément voulu de cette histoire-là. Et comment aussi, le rôle des syndicats dans tout ça. Voilà. Bien. Donc rendez-vous est pris. Donc on se retrouve dans 3 ans. En tout cas, on peut applaudir à la série. Merci à vous. Merci Floris. Et quand on aura quelqu'un comme M. Rousseau à la tête de la